Bienvenue dans cette nouvelle capsule comics, la petite émission qui fait des critiques des sorties comics en librairie. Et aujourd'hui, je suis très content de pouvoir vous parler d'une réédition, d'une super réédition, d'une superbe série. C'est Lock and Key, tome 4, signé Joe Hill et Gabriel Rodriguez aux des éditions iComics. En fait, iComics, depuis, je pense même maintenant, 1 ou 2 ans, a entrepris de rééditer la saga Lock and Key en plusieurs tomes. Alors, auparavant, ça avait été publié de mémoire chez Brajlon, puis ensuite chez iComics en 6 volumes, puis ensuite dans un gros pavé, c'est l'album que j'ai d'ailleurs, qui réunissait les six tomes de la saga principale. Et puis ensuite, entre-temps, sont sortis, et vous m'arrêtez si je me trompe, 2 albums qui sont Ciel et Terre et L'Âge d'Or. Et ensuite, iComics a décidé de rééditer le tronçon principal en 3 tomes, cette fois-ci, vous me suivez, euh, qui sont donc sortis à 35 € le volume. Donc ça fait un certain coût, hein, quand même, mine de rien. Et puis, il restait à rééditer Ciel et Terre et L'Âge d'Or. C'est chose faite avec ce tome 4 qui vient donc compléter le tronçon principal contenu dans les 3 premiers tomes de la série. Bon, si vous ne m'avez pas suivi, c'est pas trop grave. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce tome 4 n'est pas un tome indispensable à la compréhension de la saga Lock and Key. Le cœur de Lock and Key, ce sont les 3 premiers tomes. Donc ce tome 4 fait un peu figure de tome dispensable, de tome peut-être périphérique, mais néanmoins, il reste particulièrement intéressant et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Pour ceux qui n'auraient pas suivi Lock and Key, on suit les aventures de la famille Locke qui vivent dans la ville de Lovecraft, dans un manoir, dans un luxueux manoir qui recèle bien des secrets et notamment des clés qui ont des pouvoirs particuliers, plus ou moins originaux. Il existe une série sur Netflix que vous pouvez regarder, mais qui n'est pas indispensable et que j'ai pas trouvé moi personnellement très très réussi. Et avant de se lancer dans ce tome 4, il est évidemment très très très, vous l'avez, très conseillé de lire les 3 premiers tomes parce que c'est à mon avis impossible de lire ce tome 4 sans avoir lu le tronçon principal de la saga Lock and Key. Alors, Lock and Key, ce tome 4 chez iComics, qu'est-ce que c'est? Alors en fait, il contient 2 anciens tomes. Donc le tome Ciel et Terre, je dis pas une bêtise, oui, Ciel et Terre, et L'Âge d'Or. Et que contiennent ces 2 tomes, donc réunis ici en un seul? Eh ben, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette capsule comics. Alors je l'ai entre les mains, on va le feuilleter ensemble directement. Alors on démarre par une histoire qui s'appelle Décrocher la Lune. Qui est une histoire extrêmement poétique. C'est une histoire tout en douceur, avec on découvre, alors les personnages principaux sont en fait des ancêtres de la famille Locke au début du XXe siècle, donc dans les années 1910, et on fait la connaissance de Chamberlain Locke, de Yann Locke. Alors Chamberlain c'est le père, Yann c'est comment dire, le fils qui a des soucis, de gros soucis de santé. Et en fait, toute la famille Locke, parce que Yann a un frère et 2 sœurs, toute la petite famille Locke va essayer de rendre la vie de Yann plus douce, plus agréable. Et ils vont, comment dire, essayer d'aller décrocher la lune, entre guillemets. Et encore, je dis entre guillemets, c'est presque au sens littéral, au sens premier, d'envoyer donc ce Yann dans la Lune pour qu'il puisse en fait réaliser ses rêves. C'est une histoire douce amère sur la disparition d'un enfant. C'est une histoire assez triste dans le fond, mais qui permet de poser des bases qui sont extrêmement intéressantes parce que tout ce tome 4 de Lock and Key va s'intéresser à cette famille. C'est-à-dire qu'en fait, au début, c'est pas forcément expliqué, mais ces personnages vont être extrêmement importants. Et les histoires qui vont suivre dans ce volume vont toutes tourner autour de ces ancêtres de la famille Locke. Deuxième tome, pardon, non, deuxième histoire, c'est Grindhouse. Alors Grindhouse, on change de registre, toujours Joe Hill et comment dire, Gabriel Rodriguez au dessin. On change totalement de registre et on est évidemment dans un registre Grindhouse, c'est-à-dire un côté effectivement bien plus pulp, sanglant, violent et sexuel
que ce que l'on vient de lire. Dans Grindhouse, on suit en fait des criminels qui ont piqué du pognon, ils sont en fuite, ils ont prévu de prendre en otage la famille Locke dans leur manoir pour pouvoir fuir quelques heures plus tard par l'embarcadère, c'est-à-dire des complices à eux vont arriver en bateau sur l'embarcadère de la famille Locke. Et donc, eux, bah, ils ont du temps à perdre dans le manoir, le temps que leurs complices se déboulent pour qu'ils puissent s'échapper. Sauf que ils vont tomber sur la famille Locke. Et la famille Locke, ben, comme je vous l'ai dit, elle cache des secrets notamment par rapport à leurs clés. Et ce qui a l'air d'être une espèce de Desperate Hours façon Lock and Key va rapidement se transformer en réalité une histoire assez sombre et sordide où les clés vont permettre aux habitants du manoir de se sortir de cette situation très très compliquée. C'est un récit très noir, très violent et qui est, je trouve, particulièrement réussi et qui montre en fait les liens qu'il y a entre les personnages, comment dire, entre les enfants de Chamberlain et ses petits enfants. C'est très très réussi, c'est tout à fait dans le ton. C'est une très chouette histoire. Troisième histoire de Ciel et Terre, c'est Petit Coin. Alors là, on est dans le totalement dispensable. Ça n'a en fait, à mon sens, pas grand intérêt. On est, comme son nom l'indique, Petit Coin. On est avec les personnages principaux de Lock and Key et pas les personnages, donc pas leurs ancêtres. Les frères et sœurs sont paumés en forêt et le petit, alors j'ai oublié son nom, il a envie d'aller faire pipi. Et là, il y a une cabane où on peut ouvrir la porte de cette cabane au fond des bois. Hein. Je n'imiterai pas Francis Cabrel pour ce podcast. Et donc le petit gamin va ouvrir la cabane avec la clé et ça ouvre en fait sur des créatures qui sont en fait des créatures qui appartiennent à l'éditeur américain qui est IDW. Et donc bah voilà, ça s'arrête là. Donc ça n'a pas un méga intérêt. Quatrième partie de ce Ciel et Terre, c'est Lovecraft en pierre et en os. Alors c'est amusant, c'est-à-dire que ça, je trouve ça assez sympathique. Enfin, c'est pas un public reportage, c'est un reportage photo sur une réunion entre Joe Hill et Gabriel Rodriguez. Donc en fait, on suit leur pérégrination dans le Maine, sur les lieux mêmes où se déroule l'action de leur histoire. Donc ils publient en fait des photos d'eux. Ça fait un peu photo de vacances, genre on est en bord de mer, regardez, on a une énorme clé en bois, on est dans la grotte, la fameuse grotte. Euh, Tout ça est éminemment sympathique, totalement dispensable, mais sympathique, néanmoins. Pour information, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas, Joe Hill, c'est en fait le fils de Stephen King, on reconnaît un peu le goût comment dire, un peu le style de Stephen King dans les histoires parfois macabres et sanglantes que peut écrire Joe Hill. Et cette partie de l'album se termine par une succession de photos qui sont jolies, mais qui sont en fait totalement dispensables. Ça, c'est la fin de la première partie. On a droit à des illustrations aussi qui sont très belles. Et on entame en fait le très gros morceau de ce volume 4, qui est l'âge d'or, qui va reprendre les mêmes persos, mais à travers des histoires un petit peu plus longues. Alors, la première d'entre elles, c'est une histoire qui s'appelle, je sais pas noter, qui s'appelle Modèle réduit, où on retrouve Chamberlain et ses enfants, ces enfants ont accès à une maison de poupée qui a des pouvoirs un peu particuliers. C'est la maison qui a des pouvoirs. Donc il y a des pouvoirs, une maison de poupée qui a des pouvoirs un peu. Non, c'est des pouvoirs qui sont particuliers. Oh, je suis fatigué. Qui sont des pouvoirs un peu spéciaux dans le sens où bah, ce qui se passe dans cette maison de poupée se retranscrit dans la réalité. Donc, par exemple, s'ils attrapent une figurine représentant leur père dans la maison de poupée et qu'ils déplacent le père d'une pièce à l'autre, et ben le père dans la maison, la vraie, celle de notre réalité, va se déplacer lui aussi. Euh, il- et donc tout l'épisode va tourner autour de ce principe-là. Donc c'est évidemment un épisode un peu bizarre, un peu étrange, parce que dans la maison de poupée va rentrer quoi? Va rentrer une grosse araignée. Et évidemment, cette grosse araignée va apparaître dans notre monde, dans la maison, et va commencer à causer quelques ravages et quelques frayeurs aux habitants du manoir. Et évidemment, c'est en utilisant leur astuce, leur intelligence et les principes de la maison de poupée
que la petite famille Locke va pouvoir se débarrasser de cette grosse araignée. Un épisode très agréable qui est pas indispensable, mais que je trouve assez sympathique à suivre et qui amène en fait un truc un peu nouveau, c'est-à-dire que ça ne tourne pas, l'épisode ne tourne pas forcément autour du pouvoir des clés, mais bien autour du pouvoir de cette maison de poupée. Et évidemment, l'idée de parler de maison de poupée, c'est pas tout à fait un hasard si on a cette maison de poupée qui apparaît là, parce que pour les plus fins connaisseurs des comics, sachez que la série Sandman a tout un tronçon qui s'appelle La Maison de Poupée. Et si je vous parle de Sandman, c'est pas tout à fait par hasard. L'épisode suivant s'appelle La musique adoucit les mœurs. C'est un épisode quasiment silencieux. Il fait 3 pages. Il n'y a pas un grand intérêt. C'est un exercice de style. C'est une historiette autour de la clé musique. Pas de quoi se relever. Et on arrive à un des grands moments de l'album. C'est l'épisode qui s'appelle En pâle bataillon. C'est le nom de l'épisode, En pâle bataillon, où le fils cadet de Chamberlain Locke décide en fait de s'engager dans l'armée pour aller combattre sur le front en Europe, au grand dam d'ailleurs de son père et de sa mère. Et il imagine en fait que grâce au pouvoir des clés, il va pouvoir en fait mettre fin au conflit. Donc c'est d'un coup l'histoire se fait plus sombre, beaucoup plus sanglante aussi parce qu'on est rapidement transporté dans les tranchées en Europe avec ce petit garçon qui découvre les horreurs de la guerre, qui découvre les horreurs des tranchées, les gaz, les combats, les conditions difficiles. Et comme il l'a dit, il a bien l'intention d'utiliser les clés pour régler en fait le problème de la Première Guerre, sauf que ça va pas se faire de manière aussi simple, et surtout, c'est qu'il va faire, par inadvertance ou par maladresse, il va créer en fait un énorme problème. Il va créer en fait un truc, bon, un peu, c'est pas un peu, c'est même carrément dangereux. C'est qu'il va permettre en fait à des soldats allemands de rentrer en fait dans le manoir Locke, de se téléporter dans le manoir Locke, et donc de causer énormément de dégâts à cette famille. C'est une histoire, comme je l'ai dit, bien plus sombre, bien plus grave que les précédentes. Et elle a aussi pour mérite, je trouve, de montrer le conflit du côté allemand. C'est-à-dire que Joe Hill, il fait un truc un peu particulier, c'est qu'il décide en fait de nous introduire dans la Première Guerre mondiale à travers des soldats allemands et non pas à travers des soldats français. Et donc ça apporte une teinte un peu particulière à cet épisode qui est particulièrement réussi et qui est particulièrement dramatique. La fin est poignante. C'est un épisode qui est, comme je l'ai dit, extrêmement sanglant. Et en fait, c'est là qu'on comprend en Pâle Bataillon que tout ce qui a été posé auparavant, c'est-à-dire tous ces épisodes avec ses ancêtres Locke, l'histoire de la maison de poupée, etc., tout prend sens dans cet épisode. C'est-à-dire que on comprend en fait qu'ils ont posé comme ça quelques bases dans les épisodes précédents et que tout va prendre sens ici dans cet épisode. C'est un très très bel épisode. Et pour aller plus loin, en fait, cet épisode va servir surtout de point de départ à une autre saga, qui est la saga qui s'appelle Train d'enfer, qui est en quelque sorte le point d'orgue de cet album, puisque ça n'est ni plus ni moins que la réunion de deux univers de comics qui sont des méga succès, Lock and Key et la saga Sandman, puisque Joe Hill et Gabriel Rodriguez ont eu l'autorisation d'utiliser les personnages de Sandman et de les intégrer dans l'univers de Lock and Key. Et là, ça donne quelque chose quand même d'assez exceptionnel. Je trouve, enfin, il se repose sur ce qui s'est passé dans Empal Bataillon pour développer une histoire. Empal Bataillon se finit de manière dramatique et il faut aller en enfer pour récupérer l'âme d'un des membres de la famille. Et c'est en fait la jeune fille Nina qui va s'en charger. Et qu'est-ce qu'elle fait, Nina? C'est qu'elle va carrément, comment dire, à Londres. Je cherche le nom du propriétaire du manoir. Retrouver un certain, que je ne dise pas de bêtises, je ne l'ai pas de tête, pour tout vous dire, au manoir Burgess. Et dans les sous-sols de ce manoir Burgess, dans une cloche emprisonnée, il y a Morphée, le Sandman, et Nina est persuadée que le Sandman peut lui donner accès aux enfers pour aller récupérer et sauver
comment dire, le membre de sa famille qui s'y trouve. Et donc c'est le début des ennuis pour Nina, c'est aussi le début pour nous, lecteurs, de tout un parcours à travers l'univers de Sandman via un personnage de Lock and Key. Alors, évidemment, si vous n'avez jamais lu Sandman, ça va être très compliqué. Donc ce qui fait que vraiment cette partie-là de l'histoire, elle est presque exclusivement réservée aux gens qui ont lu Sandman, ou au moins, on va dire, les deux, trois premiers albums de Sandman, quoi. Sinon, vous allez passer à côté de beaucoup, beaucoup de choses. Si vous les avez lus, ces deux, trois premiers albums pardon, de Sandman, vous allez avoir un truc qui est vachement bien, parce que Joe Hill, il a fait un gros, gros travail de recoupage et de cohérence avec Sandman. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui déborde, quoi. C'est-à-dire tout est cohérent, il se débrouille pour faire en sorte que si vous allez ensuite lire les épisodes de Sandman qui correspondent à la même période, vous tomberez bien sur les bons éléments au bon endroit. C'est-à-dire que les éléments mystiques sont, enfin les objets mystiques, la poche de sable, le talisman, etc., le casque de Sandman, sont bien là, à la bonne époque, au bon endroit, comment dire, dans le bon lieu. Les personnages, leurs relations sont cohérentes. Et le fait qu'il y ait comment dire, cette Nina Locke qui intervient, et ben, ça fonctionne bien et c'est cohérent avec ce qui s'est passé dans Sandman. En guest star, vous aurez des personnages carrément de chez DC Comics, notamment le Corinthien, notamment le diable, j'ai oublié son nom, voilà, voilà que j'ai un trou, Lucifer, et puis vous avez Death qui apparaît, et Etrigan le démon qui apparaît aussi. C'est un épisode totalement fou, totalement incroyable, mais qui, il est vrai, nécessite d'avoir un minimum de connaissances dans l'histoire de Sandman. Et là où c'est vachement bien, c'est que les dernières pages, c'est-à-dire la dizaine de dernières pages, vient boucler l'histoire de ses ancêtres Locke, tel qu'on a appris à les connaître dans le tout premier épisode, avec le fameux Yann, cet enfant qui avait des soucis de santé. Et il conclut ça en plus, c'est vraiment encore, encore mieux, il conclut ça de manière très poétique, très beau, très doux, de manière très émouvante. C'est un super album. Vraiment, je vous conseille, mais qui est un peu exigeant, qui va nécessiter que vous ayez lu Sandman, que vous ayez lu Lock and Key. Mais si vous faites partie de cette catégorie de personnes et que vous vous interrogez, est-ce que ça a un intérêt d'acheter ce tome 4 à 35 balles quand même, allez-y, vous ne serez pas déçus. On retrouve toute la finesse, toute la subtilité des deux auteurs. Donc vraiment, ce Lock and Key, tome 4, même si, encore une fois, je le répète, il n'est pas indispensable à la compréhension de l'histoire et de la saga Lock and Key, c'est un complément dispensable, mais fortement, fortement conseillé, tellement c'est de qualité et que c'est bien fait, et qu'il y a quand même très très peu de chances que vous soyez déçus par cet album et ses rajouts. Sur ce, je vous laisse les copains, je vous dis à très très bientôt, lisez des comics, partagez-les.